Jean-Luc Mélenchon, on vous garde pour le premier entretien. Dans un instant, nos questions, mais d'abord, votre carte d'identité en quelques chiffres préparée par Guillaume Darey. Il marche comment votre truc ? Jean-Luc Mélenchon, 66 ans, leader de la France Insoumise, un peu plus de 7 millions de voix lors du premier tour de la présidentielle. Il se veut l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. A-t-il réussi ? Sa stratégie est-elle payante ? Il multiplie les coups d'éclat. N'écoutez personne qui vous dise de baisser les yeux. Allez, marchez votre chemin à la tête haute. Et le 26 mai, par millions, déferlez. Soyez la marée humaine qui change l'histoire. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci Bonsoir. d'être avec nous ce soir. On est content de vous revoir à l'émission politique. Oui. Alors, quel objet incarne pour vous la première année d'Emmanuel Macron au pouvoir ? Oula, vous êtes dangereux. Non. C'est interdit dans les Alors, avions. c'est le président des riches, mais le monarque républicain n'a pas un sceptre, il a un ciseau. Il coupe dans les budgets de l'État, dans les effectifs des services publics, dans les revenus des pauvres gens, par la CSG et le reste. Il coupe dans l'histoire sociale de la France en voulant bousculer et détruire les statuts qui ont été acquis au fil des années. Il coupe, il réduit. Et regardez bien ce qui se passe quand ça coupe. Regardez, c'est le système. Le système, il marche comme ça. Quand les uns montent, les autres descendent. Ceux qui descendent, ils pâtissent. Ils consomment moins, ils font moins vivre la société. Ils sont privés de milliers de petits bonheurs qui font la joie de vivre. Et les autres se remplissent sans fin. Au cours des 6 derniers mois, j'ai vu ce chiffre, ça m'a cloué. 13 personnes ont gagné 28 milliards de plus que l'année d'avant. Ça représente quelque chose comme 2,5 millions, l'équivalent, 2,5 millions d'emplois au SMIC. Monsieur Macron a donné personnellement à 100 personnes, chacune, 1,5 million de dégrèvement d'impôts. Voilà. Alors, je me résume, c'est le monde de l'argent. L'argent a tous les droits, on dirait. Il est au pouvoir. Et de ce monde-là, nous ne voulons pas. Ce n'est pas seulement telle ou telle mesure, c'est sa logique d'égoïsme social. C'est pour ça que le 26 mai, on va être très nombreux à l'appel de 80 organisations. On va faire une super fête à Macron, une marée populaire. Vous savez la chose qu'on devrait être en train de faire là ce soir ? Ça devrait être de parler de comment on va faire pour que l'air soit respirable, parce qu'il ne l'est plus, pour que l'eau redevienne buvable, parce qu'elle ne l'est plus partout, pour que, bref, au lieu de parler d'intérêt particulier, on se préoccupe de notre sort d'humain et de l'intérêt général. On va vous parler de l'écologie. Il y a une question sur l'écologie, on en vient à nos questions, mais vous parliez de la marée humaine du 26 mai. Jean-Luc Mélenchon, quel est l'objectif de cette marée humaine ? Déjà, donc, si vous voulez... En septembre, vous disiez faire tomber Emmanuel Macron au plus vite. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez qu'il finisse pas son quinquennat ? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'obtenir des résultats très concrets. Là, il s'agit d'obliger le président de la République à revenir sur la mise en cause du statut des cheminots et sur le projet de privatisation de la SNCF, de l'obliger à revenir sur le fait qu'il a décidé de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On est dans une action politico-sociale, elle a une dimension sociale, que tout le monde comprend, mais aussi politique, parce que le monde de Macron, c'est une manière de vivre dans laquelle il n'y a pas de service public, où tout le monde est en compétition avec tout le monde. Voilà pourquoi ce qu'il fallait, c'est que la société tout entière, pas seulement les syndicalistes, pas seulement les salariés les jours de grève, dans les entreprises où il y a un mot d'ordre de grève, la société puisse dire, écoutez, stop, on veut plus de ça. On veut autre chose, on veut un autre monde. On comprend bien que vous critiquez sa politique. Est-ce que, selon vous, son pouvoir est légitime ? Ah ben évidemment. Légitime, nous sommes dans une démocratie, on vote, on élit, et voilà. Et à partir de là, ceux qui ont la majorité font les propositions des lois, les mettent en discussion. En général, il vaut mieux écouter ce que disent les autres, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Aujourd'hui, La République En Marche, c'est la plus grande armée de godillots qu'on ait jamais vue dans cette salle. Bon, c'est-à-dire qu'ils votent au canon, ils font jamais un amendement en commun avec qui que ce soit, et même quand on est d'accord, ils se débrouillent pour pas l'être. Bon, ça c'est la démocratie. Mais en même temps, la démocratie, c'est le président, le Parlement. Moi, je n'aime pas cette institution. Hein. La 5e République, je suis pour une 6e, vous le savez bien. Mais enfin, je suis un démocrate, donc je me plie à la règle commune, en espérant la changer. Mais après ça, il y a aussi le reste. Il y a la démocratie sociale. C'est pas un blanc-seing. Le peuple, le seul souverain qu'on ait, c'est le peuple. Et c'est lui qui choisit ses formes d'action. Quand il a l'impression qu'il est bien représenté, ça va.
Et puis quand il a l'impression que c'est pas le cas et qu'on se moque de lui et qu'on lui a menti, alors il se met en mouvement. Et là, il faut l'écouter. Pas venir lui dire, écoutez, vous avez rien compris, vous êtes trop bête. C'est ce que vient de faire M. Macron une nouvelle fois. Le même qui nous avait traité de fainéants, de cyniques et du reste, revient pour dire, vous êtes trop bête, vous n'avez pas compris. Les gens ont compris. Il dit aussi, Jean-Luc Mélenchon, j'ai promis, je fais ce que j'ai promis. Bah écoutez, c'était marqué où l'histoire du statut des cheminots? Rappelez-le-moi, parce que je le vois dans le programme pour en discuter. Où c'était écrit qu'on allait privatiser la SNCF? Après, Il ne s'agit pas de privatiser la c'est au moins SNCF. ce qu'il dit. Il a inscrit Bien sûr que si. l'incessibilité de la SNCF dans la loi. Ce sera inscrit dans la loi. Pardon, dites voir quoi? L'incessibilité de la SNCF, ce sera inscrit dans la loi. Mais personne ne C'est ce qu'a annoncé la ministre qu'est-ce qu'elle a chargée. annoncé? Alors dites-moi pourquoi, quand nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, ça a été refusé par La République En Marche. Nous avons fait la proposition d'un amendement qui disait incessibilité. Ils l'ont de la- repris, là, manifestement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? À votre avis, entre le moment où il nous dit non et C'est à maintenant? vous de nous le dire. Eh bien, il y a eu mobilisation sociale, 12 jours ou 15 jours de grève, ce qui prouve que la démocratie, c'est un mécanisme complexe dans lequel il faut entendre les voix. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la lutte a déjà payé. Jean-Luc Mais il ne Mélenchon. faut pas dire que c'est pas... L'accessibilité ne sera pas une garantie totale. Parce que Gaz de France, c'est pareil, on nous avait dit, ah ben on ne cédera pas. Oui, très bien, on a trouvé un truc plus malin. Ils l'ont collé avec Suez, si bien qu'aujourd'hui, vous êtes tous marrons, parce que ça vous coûte 36% de plus le gaz, et l'entreprise française qui distribue le plus de bénéfices de ses profits en dividendes, c'est cette entreprise-là. Autrement dit, vous payez tous une dépense contrainte pour remplir les poches de ces gens-là. Vous aviez le même service avant. La différence, c'est que vous raquez pour eux. Jean-Luc Mélenchon, l'actualité internationale nous rattrape cette semaine. Emmanuel Macron s'oppose à Donald Trump au Proche-Orient. Il a critiqué le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et il a condamné la décision américaine de sortir de l'accord historique avec l'Iran. Emmanuel Macron a-t-il raison? La France a-t-elle la bonne stratégie face aux États-Unis? Alors, si c'est une stratégie, on est content de la prendre de votre bouche, mais parce que ça ne tient pas debout. Comment peut-on à la fois dire « je ne veux pas qu'il y ait l'ambassade des États-Unis à Jérusalem », pour quelle raison? Parce qu'il y a une décision de l'ONU, on est d'accord? Bon, mais s'il y a une décision de l'ONU, elle s'applique dans tous les cas. Et dans le cas de M. Trump, il commence par dire « mais je ne suis pas d'accord avec les sanctions ». Mais le problème, il ne faut pas le prendre par le bout là, il faut le prendre par l'autre bout, c'est-à-dire de quel droit les États-Unis d'Amérique rompent un accord mondial qui avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Lui, tout seul, décide « ah ben nous, on ne veut pas ». Et c'est pas tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand Attendez. il décide ça, Donald Trump? Une petite seconde, parce qu'il faut que les gens entendent bien. Et les États-Unis ont décidé qu'ils avaient un pouvoir d'extraterritorialité, si bien qu'aucune entreprise n'a le droit de faire du commerce avec l'Iran, sinon elle se fait taper par les Qu'est-ce États-Unis. que vous en pensez? C'est inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est inacceptable. Donc, Nous sommes un peuple souverain. Nous n'irons pas demander aux États-Unis d'Amérique ce qu'on a le droit de vendre, ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit de produire. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Mélenchon, pour lutter contre cela? Justement, on commence par le commencement. On retourne devant le Conseil de sécurité et on dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez voté à l'unanimité, tout le monde ici, que. Alors pourquoi ça ne s'applique pas? Et pourquoi moi, qui suis la France, j'ai décidé de demander aux entreprises, continuez, allez, faites le travail, vous aviez gagné les contrats, vous êtes malin, vous êtes fort, allez, faites le travail. Pourquoi nous serions punis? Et puis ce n'est pas des petites punitions, c'est la ruine dont il menace M. Trump. Il y a la semaine dernière, j'étais en Russie. Bon, et ça m'arrive d'aller à des réunions un peu spéciales. J'étais avec la Chambre de commerce et d'industrie en Russie. Ceux que j'ai rencontrés là, j'aime mieux vous dire que ce n'étaient pas des insoumis. Hein, d'accord? Bon. Alors il y avait le patron d'Auchan, le patron de toutes sortes de grosses boîtes qui étaient là. Le patron d'Auchan, il me dit, écoutez, nous, on ne sait plus à quel sens jouer, parce que les sanctions, nous, avant, on a amené des pommes, on a amené des légumes d'Europe. On n'a plus le droit de le faire. Et il me dit, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que maintenant, ils les font eux-mêmes. Alors je lui dis, vous voyez, ça a du bon, hein, le protectionnisme. Ah, il dit, j'avais pas vu ça comme ça. Et il me dit, de toute façon, je sais plus ce que je vais faire, parce que je ne peux pas faire d'affaires, vu que les banques ne m'avancent pas l'argent, parce que sinon, les États-Unis vont les prêter. Alors vous savez ce qu'il a trouvé comme solution? Pas celui-ci, un autre. Eh bien, il dit, on va aller voir les banques chinoises. Alors, c'est une histoire de fou, cette affaire. Il n'y a que nous qui y perdons. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas à dicter au monde ce qu'ils ont décidé, eux. Alors, si ça leur convient à eux, ils le font. Mais nous avons d'autres intérêts. François Langlais. Nous devons être indépendants, Monsieur Langlais. C'est essentiel à comprendre. La France n'est souveraine que si elle est indépendante. François Langlais. On vous a entendu. Je reviens quelques instants sur la SNCF. Le mois dernier,
L'Assemblée nationale, dont vous êtes membre, a approuvé la réforme de la SNCF avec une forte majorité, puisque 454 voix pour contre 80 qui étaient contre. Et en ce moment se déroule un référendum auprès des salariés de la SNCF où justement on leur demande leur avis sur cette même réforme. Si le résultat du référendum était contraire au vote des députés, ce qui est possible, ce qui est même vraisemblable, lequel de ces deux votes contradictoires vous semblerait le plus légitime? Ah ben, il faut tenir compte des deux, non? Il me semble. Mais s'ils sont contradictoires? Vous avez... d'accord, attendez. On peut pas faire D'abord, en il y même a une temps. démocratie parlementaire. Il ne faudrait pas essayer comme ça de nous ramener au passage. Celui qui a gagné les élections fait ce qu'il veut, tout le monde ferme sa bouche. Il n'y a plus de lutte sociale. Pourquoi 454 Non, mais voix. d'accord, j'ai bien compris que c'est pas ça que vous vouliez dire, mais si au passage on l'avait compris, ça vous aurait arrangé. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi les salariés font ça? C'est une des formes qu'ils ont à leur lutte. Ils veulent montrer que la masse des cheminots de toutes sortes, les cheminotes, sont de l'avis de ne pas accepter le changement de statut. Jusqu'à présent, personne n'a été le vérifier. Et puis eux, ils disent, écoutez, puisque le patron d'Air France, qui se croyait si malin, qui était tellement sûr de son coup, a fait un référendum, les gens ont voté non, celui-là au moins il est parti. Il a au moins la dignité de s'en aller. Il a inventé le référendum révocatoire que moi je propose pour tout le pays dans la 6e République. Donc nous avons 2 points. Mais monsieur Langlais, je vais vous résoudre le problème. Je vais vous le résoudre. Parce que vous dites que ça a été adopté par l'Assemblée nationale et vous opposez le vote de l'Assemblée nationale à celui des syndicalistes. Je ne l'oppose pas encore, Permettez-moi c'est de une vous dire hypothèse. que le processus démocratique parlementaire n'est pas fini. C'est vrai. La loi va aller au Sénat, les sénateurs, ils ont des oreilles, ils entendent. Ils sont pas fous. Ils voient bien qu'il faut sortir par le haut de cette histoire. Il n'est pas et puis, fini en attendez, même temps. quand ça va être fini, Il y a un ça oui va à la revenir réforme et il y aurait un non à la réforme, dans l'hypothèse que vous évoquez. Donc oui ou non, c'est difficile de trouver le moyen les terme. sénateurs peuvent parfaitement dire, écoutez, il y en a ras-le-bol de cette histoire, ça tient pas debout, ça a assez duré comme ça, donc le projet de changement de statut, stop, on arrête. Vous voyez Les le sénateurs Sénat, peuvent le vous faire. voyez le Sénat qui est majoritairement à droite faire ça? Pourquoi pas? Justement, il est majoritairement à droite, donc il pourrait réfléchir, parce que ça nuit aux affaires. Non, mais le fait qu'il manque de train, ça nuit aussi aux affaires, ça nuit pas qu'aux gens qui montent dans le train. Par conséquent, et puis ils sont aussi patriotes, non, j'imagine. Ils pensent à l'intérêt de leur pays. Et puis le monopole du rail, c'est une idée tout à fait nouvelle, de vouloir l'abroger pour faire de la concurrence, une idée ridicule qui n'a jamais marché nulle part. Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'écologie. Vous avez fait votre conversion écologique il y a quelques années. Ouais. Nicolas Hulot, grosse prise d'Emmanuel Macron, décidera cet été s'il reste ou pas au gouvernement. Quoi qu'il en soit, il pourra se féliciter qu'il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il pourra se féliciter d'avoir interdit l'exploration des hydrocarbures et il s'engage à avoir 50% de produits bio ou de qualité dans les cantines d'ici la fin du quinquennat. Écoutez Nicolas Hulot. Sur les sujets climatiques, écologiques, environnementaux, évidemment qu'il faut toujours faire plus. Et moi, mon rôle, c'est d'être très exigeant parce que la situation ne permet aucun compromis. Mais si on veut être honnête à l'échelle du monde, et même à l'échelle européenne, on est plutôt dans les pays de tête, il faut aussi le reconnaître. De l'autre côté. Est-ce que vous reconnaissez, comme Nicolas Hulot, qu'Emmanuel Macron opère à son rythme sa mue écologique? Non, mais je veux quand même dire que par rapport à Nicolas Hulot, notre groupe a toujours été très mesuré. C'est-à-dire qu'on écoute, et quand il nous semble que quelque chose peut faire avancer, on prend. C'est rare qu'on s'oppose frontalement et par principe, comme on peut le faire, par exemple, sur une loi qui concerne l'économie, parce qu'on n'est pas d'accord avec la règle de base. Mais vu qu'on tire le bilan de cette première année sur le justement. bilan écologique, Eh bien, est-ce qu'il y a justement. déjà des choses qui sont faites que vous Eh ben, reconnaissez? écoutez, attendez, ça vous le demanderez à M. Castaner, il vous répondra avec Non, beaucoup je demande à d'enthousiasme. M. Jean-Luc Moi, je vais vous dire Mélenchon. ce qui ne va pas, si vous voulez bien, parce que c'est quand même sérieux ce qui ne va pas. Nous avons 17 réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie pendant ce mandat. Or, ils ont déjà décidé, et M. Hulot, que la date à laquelle on ne ferait que 50% d'énergie du pays avec le nucléaire est repoussée. Autrement dit, on va devoir faire le grand carénage, pardon, c'est technique, 150 milliards vont être mis pour remettre à niveau des vieilles centrales. Ces mêmes 150 milliards, on pourrait les mettre dans les énergies alternatives. Savez-vous que, alors que nous avons 1000 kilomètres de côte en France, eh bien, nous n'avons pas une seule éolienne en mer. Les Allemands en ont mis je ne sais pas combien. Nous, pas une. On est incapable d'avoir pris ces décisions. Deuxièmement, regardez Il y a un projet. le glyphosate. Tout le monde me dit, écoutez, M. Mélenchon, le glyphosate, il a dit que c'était interdit dans 3 ans. Peut-être bien, mais l'Europe ne l'a pas dit. Et deuxièmement, Il a dit qu'il irait contre l'Europe. Il a alors, dit- écoutez, madame, merci. Non, Madame Salamé, c'est la vérité. Ben oui. Il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand nous, on amène un amendement à l'Assemblée nationale où on dit, tiens, on va mettre dans la loi que dans 3 ans, tous les glyphosates seront interdits, que font La République En Marche comme un seul homme? Ils votent contre. Est-ce que vous avez entendu dire qu'au Sénat, ils vont changer ça? Non. Donc, ils parlent, ils disent une chose et ils en font une autre. Ce sont des écolos de comédie.
Je ne dis pas pour M. Hulot, il y a consacré une partie de sa vie, mais M. Macron, non, il ne me fera jamais croire qu'un type qui invente d'appliquer l'accord de libre-échange avec le Canada, qui est un désastre écologique, est devenu écologiste. Ce n'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon, pour chacun des intervenants ce soir, vous compris, on a proposé à une personnalité de la société civile de vous poser une question, de vous interpeller. Et pour vous, c'est le philosophe Raphaël Enthoven qui a une question à vous poser. Où on regarde. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Dans son livre « Les pathologies de la démocratie », la philosophe Cynthia Fleury distingue l'homme du véridire et l'homme du franc-parler. Alors, l'homme du véridire, c'est l'élu qui dit aux électeurs ce qu'il croit vrai, plutôt que ce que les électeurs auraient plaisir à entendre. C'est celui qui promet du sang et des larmes aux Britanniques parce qu'il ne veut pas leur mentir et qui répond toujours aux questions qu'on lui pose, si gênantes soient-elles. L'homme du franc-parler, c'est différent. Quand il s'énerve, c'est pour séduire. La colère l'intéresse plus que la vérité et l'intensité de ces colères varie selon leur destinataire. Et enfin, quand une question l'embarrasse, il discrédite le questionneur au lieu d'y répondre. Alors vous-même, Jean-Luc Mélenchon, à quelle catégorie politique, à quelle catégorie démocratique vous rattachez-vous? Véridire ou franc-parler? Réponse. Je reconnais à M. Enthoven une obstination que je veux saluer. Il m'a pris à partie plus de 30 fois aux heures de grande audience sur une chaîne de radio et il a écrit un article pour dire que c'était lamentable, je ne répondais jamais. Bon, je suis désolé. Alors là, il a réussi à me coincer, là. Alors ce soir, vous êtes obligé un petit peu de répondre. C'est pas une question. La question, c'est, est-ce que vous êtes un gros menteur ou juste un énervé? Tu parles d'une question. Alors, je dis aux gens ce que je crois. Ce que je crois peut être erroné, et par nature, ce que je crois est discutable. Car il n'y a pas de vérité définitive, n'est-ce pas? Le philosophe, sans doute, sera d'accord avec moi pour dire que l'on parle vrai ou que l'on parle franc-parler, de toute façon, la vérité est toujours un objectif. Ce n'est jamais une fin. Et nous n'y accédons qu'à travers la dispute, la discussion. Or, M. Enthoven fait partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne possible, une seule politique économique possible, un seul ordre international possible, et tous ceux qui n'en conviennent pas sont d'affreux menteurs, démagogues, etc. Alors, monsieur le philosophe, allons, un petit retour à Platon, vous ne ferait pas de mal. La colère l'intéresse plus que la vérité? Mais non, mais la colère, c'est pas vrai. La vérité peut être une vérité qui vous met en colère. Parce que vous vous dites, on a les moyens de régler. Moi, par exemple, ça me met en colère de voir des gens se remplir les poches qui ne savent même pas quoi en faire, n'est-ce pas? Sinon, en faire des tas encore plus gros, pendant que d'autres pâtissent et misère. C'est une vérité des chiffres. 67% sont donnés en dividendes, 27% est donné en investissement. Je me dis, mais quel gâchis! Alors je suis en colère. Mais c'est une vérité, ce n'est pas une invention. Jean-Luc Mélenchon, c'est presque fini. Ça va vite. Vous disposez, comme chacun des chefs de parti qui vont succéder ce soir, d'une carte blanche. Un thème qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en lumière ce soir. Vous avez 2 minutes. Quelle est votre carte blanche? Bon, j'ai dit à tout le monde que je comptais sur tout le monde le 26 mai, donc c'est fait. Je le redis une deuxième fois, comme ça c'est fait 2 fois. Mais le sujet dont... Je sais que c'est pas un sujet populaire, ça excite pas les foules, mais je demande qu'on y réfléchisse. Le monde est quasi continuellement au bord de la possibilité d'une guerre généralisée. Nous y sommes passés à 2 doigts, à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que la paix est un objectif et que c'est une construction politique. Elle n'est pas donnée par état de nature. Et nous, les Français, nous disposons de moyens d'y contribuer d'une manière très forte. Pour cela, je le redis à tous, il faut être indépendant. Il ne faut pas être le wagon de l'armée américaine dans l'OTAN. Il faut être indépendant. La France est écoutée. Et si nous sommes indépendants, quand nous disons quelque chose, alors on est écouté et on peut s'intermédier en quelque sorte. Essayer de régler les conflits, faire des propositions qui permettent à chacun d'avancer sans perdre la face. La paix est en danger en Europe. Est-ce que les Français savent qu'ils ont 30 000 hommes hors des frontières militaires? Est-ce que vous savez que nous avons un escadron de chars, que nous avons 100 aviateurs, que nous avons 300 militaires à la frontière de la Russie, dans une opération dite de réassurance de l'OTAN? Nous ne devons pas mettre le doigt dans cet engrenage. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir été avec nous. C'était votre carte blanche. Maintenant que vous êtes converti au football, vous allez regarder l'équipe de France? Je ne suis pas converti au football, je suis converti à l'OM, ce qui n'est pas pareil parce que c'est plus que du football. Vous avez été déçu hier soir. Ouais, merci beaucoup.